Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Joël. Super, on est là. Allô, parfait. Salut, salut. Tout le monde est là. Attends, je vais juste faire partager un écran. Bon après-midi. Bon midi, tout le monde. Joël, est-ce que tu as des diapositives? Oui, j'en ai plusieurs, mais tu me donnes à peu près 20 minutes, donc je ne Oui, vais pas ouvrir tout. exactement. Donc, on a Alexandre, Mathias, coordinateur, Alexandre Larochelle, notre patient. En tout cas, je vais faire une introduction pour tout le monde. Je vais juste, au début, donc, je veux juste m'assurer on va donner encore une minute, juste le temps que les euh, participants puissent se joindre à nous. C'est normal que là, ma caméra n'embarque pas, elle va embarquer après toi, hein, c'est ça? Non, en fait, l'embarquer, ta caméra. Oui, oui, après que moi j'arrête le partage d'écran. Parfait, merci. Donc, moi, je vais faire juste une introduction. Je vais quand même commencer en premier. Donc, je vais juste introduire tout le monde et déjà, OK, nous, pardon. Donc, bienvenue à tout le monde pour le webinaire sur la prise en charge du mélanome durant la pandémie de COVID-19. Ça rejoint c'est vraiment, je parle au nom de toute l'équipe de How I Treat COVID-19 ou comment je traite COVID-19. Notre initiative, c'est une initiative qui a but académique où un groupe d'étudiants très ambitieux avec quelques médecins sont joints pour essayer de simplifier ce qui se passe, essayer de trouver la bonne information et en même temps euh, identifier c'est quoi les besoins, surtout chez les patients. Et notre initiative, on commence avec le mélanome. On rejoint aujourd'hui par, en premier, Dr. Joël Claveau, dermatologue, oncologue venu dans le Québec. Mais merci déjà, Joël, d'accepter d'être l'expert parmi nous.
M. Alexandre Larochelle, patient survivant, qui va nous partager son expérience et surtout nous parler un peu comment toute cette pandémie a affecté ses soins et comment il a pu vivre ses soins. Et Dr. Mathias Castonguay, résident et futur oncologue, qui a fait un gros travail dans toute la coordination avec tout le monde. Plusieurs groupes de patients sont vraiment rejoints pour rendre cet événement, pour nous aider à réaliser cet événement. Je remercie en premier la coalition Priorité Cancer au Québec avec Eva, qui a fait un gros travail depuis le début du projet, la Fondation Sauve ta peau avec Louise et Nathalie, et Dominique avec l'Association pulmonaire du Québec qui sont un partenaire dans tous nos webinaires. Moi, je suis modérateur de la part de toute l'équipe. Donc, le plan, ça va être très rapide. On va parler un aperçu sur la prise en charge du mélanome avant la COVID-19, puis comment la pandémie a influencé les soins du mélanome. Dr. Claveau va nous parler de ces deux volets. Puis, on aura un témoignage du patient et les changements vécus depuis le début de la pandémie, puis des questions-réponses de la part de tous les participants. Quelque chose de très facile. Vous pouvez garder votre caméra, s'il vous plaît, sur le micro, mais on va le microphone en silence. Mais puisqu'on est en webinaire, donc je suis capable, moi, de les faire. Et puis après, tout ce que vous auriez besoin de faire par la suite, c'est juste d'enlever le mode ou de signaler cliquer sur chat pour écrire la question ou d'écrire une question si jamais vous avez un commentaire à faire et je vais juste tout de suite débloquer un peu votre participation. Mettez la vue de galerie pour pouvoir voir tout le monde. Et si jamais vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire. Le mail est sur le site ou directement à travers ici si jamais il y a une question qu'on n'a pas répondu. La conférence aujourd'hui, nous, on va la simplifier. Après, on va la rendre en rapport qui est disponible en format PDF et on va l'envoyer, on va la mettre disponible sur le site. Donc, je ne vais pas m'attarder, c'est juste une petite introduction. Je vais laisser la parole à Joël pour la suite. C'est marqué impossible de démarrer la vidéo. Tu peux la... Ah, à l'instant, c'est mon problème. Ah, pardon, désolé, c'est fait. C'est fait. Ah, OK, bouge pas. Vous ne pouvez pas démarrer parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Un instant. OK, je vais ça. À moins que je le referme puis que je me reboot. Juste un instant, juste être certain. Mathias, est-ce que tu es capable d'ouvrir la caméra? Tu veux partager l'écran? Bouge pas, je vais faire ça. Je vais fermer Zoom puis je recommence. Élie, moi non plus, je ne suis pas capable de partir ma vidéo. Ça me dit que le host has stopped it. Oui, parfait. Donc là, je suis revenu. Je vais partager mon écran, je peux le faire. Oui. Et puis, si les gens ne me voient pas, c'est pas grave. Il y a des belles photos de moi sur Internet. Rien de douteux. La règle. Vous êtes en train de partager votre écran. Oui, il faut juste cliquer en bas sur l'application Zoom. En fait, chez toi, à droite, le petit caméra bleu à droite. En dessous de Skype, tu l'as. Non, à droite, encore sur la barre d'outils. Bouge pas. Ça fonctionne toujours. C'est à droite, tu as la barre en longitudinale, en verticale. C'est la septième icône. Oui, oui, ici, oui, clique celle-là, oui.
OK, j'arrête le partage. Oui, mais juste mes Je share le, screen. je le recommence. On l'a. Vous voyez ma présentation maintenant? Oui, OK, bon, on commence. Donc, merci beaucoup, Élie, et tout le groupe pour la belle organisation. Plusieurs amis qui ont contribué. Donc, présentation ici de mes conflits d'intérêts. Bon, on collabore avec différentes compagnies qui sont dans le mélanome, BMS, Merck, Novartis. Mon plan, c'est avant et après COVID, donc accès en dermatologie, diagnostic pathologique, test BRAF, chirurgie sentinelle, traitement adjuvant et métastatique, puis des effets secondaires. Donc, un survol de tout ce qui est la prise en charge du mélanome, rapidement, avant le COVID et maintenant. Je ne dirais pas après, mais durant. Donc, au Québec, pour voir un dermatologue quand on a une tache brune noire comme ça dans le dos, c'est pas toujours facile. Ça peut prendre parfois entre 3 à 6 mois à voir un dermatologue. Donc, ici, on a une plaque brune noirâtre qui a tous les critères de mélanome. Tous les dermatologues, la plupart des médecins diraient que c'est un mélanome sûr. Bon, à partir de là, habituellement, comment ça fonctionne maintenant, c'est votre médecin de famille doit envoyer une demande au CRDS, inscrire mélanome. Pour nous, c'est assez typique. Mais ça va être écrit mélanome point d'interrogation, puis ça va être perdu souvent dans une mer de demande de consultation. Ça peut varier d'une région à l'autre en 3, 6, parfois même 1 an. On essaie de travailler là-dessus beaucoup avec le président Dominique Anna, l'Association des dermatologues, pour améliorer l'accès. Donc ça, c'est la situation avant le COVID. Quand on a vu un dermatologue, il faut faire une biopsie excisionelle, enlever toute la lésion. Parfois, le dermatologue va le faire, parfois, il va l'envoyer en chirurgie. Donc, avant le COVID, si on est chanceux de voir un dermatologue qui fait des chirurgies, il peut faire la biopsie en l'espace de quelques semaines, peut-être même le jour même, mais parfois, il doit aussi envoyer un chirurgien. Un autre délai. Donc, ce n'est pas toujours parfait et on travaille là-dessus, il manque un L ici, pour améliorer. Mais ce qu'on doit faire pour un bon diagnostic, c'est une biopsie complète. Pour diagnostiquer le mélanome, les pathologistes sont cruciaux. Il faut mesurer 2 choses, l'épaisseur et s'il y a une présence d'ulcère. Donc, au Québec, il y a aussi une pénurie de pathologistes. Ordinaire, dans la période pré-COVID, un diagnostic de mélanome prend habituellement 3 à 4 semaines à sortir du laboratoire de pathologiste. Si je marque urgent ou un collègue dermatologue marque urgent, on pourra avoir le résultat à l'espace d'1 semaine à 10 jours, mais ça peut varier d'un centre à l'autre. Donc là, actuellement, on parle de 3 mois, plus 1 mois pour la chirurgie, plus 1 mois. Donc, parfois, il y a un délai qui peut aller jusqu'à 6 mois avant un diagnostic de mélanome. Ensuite, il y a la chirurgie. Je n'ai pas mis ici la chirurgie avant le traitement général. C'est ça que je voulais mettre, oui. Donc, une fois que le pathologiste va nous diagnostiquer un mélanome assez sérieux, on doit faire le test BRAF. Quand on est dans un milieu universitaire ou habitué dans le diagnostic de mélanome, les pathologistes vont nous sortir tout de suite le test BRAF. Si c'est un centre qui est plus périphérique, où le test BRAF ne sera pas fait, il faudra que l'oncologue ou que le chirurgien ou le dermatologue vous demande de faire revenir le test, demande de faire revenir le bloc du mélanome, faire réanalyser. Ça aussi, souvent, ça peut prendre entre 3 et 4 semaines. Le pathologiste nous sort un beau résultat, BRAF. Donc, dans un mélanome mince, on n'a pas besoin de ça. Mais il vient de sortir de mon bureau un patient avec un mélanome épais que j'aurai besoin d'opérer rapidement et pour lequel je voudrais avoir son test BRAF assez vite pour décider de la suite du traitement. Une fois qu'on aura confirmé l'épaisseur du mélanome par nos pathologistes, ici, on fera une chirurgie. Donc là, à ce moment-là, habituellement, quand le diagnostic de mélanome est confirmé, surtout pour les mélanomes invasifs, on demande à nos chirurgiens de voir les cas à l'intérieur d'1 mois pour planifier une chirurgie. Donc, dans un monde idéal, une fois que le diagnostic de mélanome est fait, je reçois le patient à la clinique du mélanome où le résultat est arrivé en chirurgie. Le chirurgien dit mélanome, c'est assez urgent. Il voit dans d'1 mois et il va planifier la chirurgie dans le mois suivant. Donc, c'est pas long que les semaines s'accumulent avec le stress pour les patients. Si on a un mélanome qui mesure 1 mm et plus, maintenant 0,8 mm et plus,
On demande aux chirurgiens de faire la technique sentinelle où on va faire une analyse. Ça, c'est crucial dans la prise en charge des mélanomes pour savoir s'ils doivent recevoir le traitement adjuvant. Donc, on voit des ganglions sentinelles qui présentent du mélanome. Ça, encore là, dans un monde idéal, une fois que je reçois un mélanome de 3 mm, comme j'ai reçu aujourd'hui, j'envoie ça à ma clinique du mélanome. Même chose dans les centres qui en font. On doit espérer que tout sera fait à l'intérieur de 4 à 6 semaines pour que le patient ait son technique sentinelle. Une fois que le pathologiste nous donne le résultat du ganglion, on va offrir des traitements adjuvants. Il y en a toutes les sortes, on n'entre pas dans le détail. C'est soit la thérapie ciblée, l'immunothérapie. Tous les traitements que je vous ai montrés, on démontre qu'il y a une amélioration d'au moins 10 à 15 % de la survie sans récidive et probablement également de la survie. Et ce sont des traitements que, habituellement, la règle est lorsque nous avons un mélanome confirmé avec atteinte des ganglions, on a 3 mois après la chirurgie du ganglion pour commencer le traitement adjuvant et envoyer nos patients en hémato-oncologie. Malheureusement, si le patient se détériore et a un mélanome métastatique, maintenant, on a toute une kyrielle de traitements qu'on peut leur offrir, la thérapie ciblée, des pilules ou des traitements d'immunothérapie simples ou doubles. Et là-dessus, on a quand même fait des très beaux progrès. On voit l'ère de la chimiothérapie où on avait 10 % de survie à 2 ans et maintenant, on parle d'un 50 % pour les différentes combinaisons. Si malheureusement, je reçois un patient avec mélanome métastatique, dans un monde pré-COVID, le patient est vu à l'intérieur de 2 à 3 semaines. Il pourra commenter dans son milieu et le patient commentera son traitement. Bien sûr, il doit avoir accès aux médicaments, mais actuellement, Inès paye ces médicaments-là. Et le dernier point avant de parler dans la situation COVID, quand on a des métastases cérébrales, ça devient une urgence oncologique. Les patients doivent recevoir des stéroïdes systémiques souvent s'il y a des symptômes. Sinon, on doit commencer un traitement, habituellement la double immunothérapie, en l'espace de quelques semaines avant que ça progresse trop vite. Dernier point, dans la situation de nos traitements, que ce soit en adjuvant ou en thérapie, immunothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et dans la situation pré-COVID, la plupart des centres, on a la chance de travailler avec des infirmières pivots, des infirmières guichets, des infirmières oncologiques, en oncologie, qui nous aident à prendre en charge les patients, bien sûr, avec les oncologues qui sont à la base, disons, la clé du traitement de ces lésions-là, de ces effets secondaires de l'immunothérapie ou même de la thérapie ciblée. Donc, arrive la situation de COVID. On sait qu'il y a eu beaucoup de péripéties dans les dernières semaines. On voit ici notre trio de vedettes québécoises qui nous ont fait des beaux algorithmes, mais on voit quand même que dans le système de la santé, même si ça paraît bien aller en haut, ça ne va pas toujours parfaitement bien. Comme vous voyez, les différents collègues médecins qui sont un peu découragés en bas de la pyramide. Donc, qu'est-ce qui se passe en COVID dans le mélanome? Dans les premières semaines, les blocs opératoires ont complètement fermé, même nous à Québec. Et puis, parce que je dis nous à Québec, parce qu'on était moins touchés que les gens de Montréal. Et puis, Dr Claveau fait de l'anxiété. Nos infirmières qui sont auprès des patients sont anxieuses. Et puis là, on se retrouve, comme dans la presse, le 4 avril, où une patiente, une infirmière de Montréal, a elle-même un mélanome, 52 ans, travaillé toute sa vie dans le système de la santé et se fait dire on ne pourra pas t'opérer suite à ton diagnostic de mélanome par ton dermatologue. Donc, c'est une patiente, c'est un témoignage dans la presse plus, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je trouvais qu'ici, ça donnait bien l'essence de notre rencontre aujourd'hui où on voit que dans la période COVID, où tout arrête, les hôpitaux sont quasiment, disons, en mode 90 % arrêtés, les blocs opératoires fermés, comment toute l'anxiété peut augmenter. Puis on voit Sarkis Megarissian, un de mes collègues de McGill, qui témoigne là d'une patiente qui était aussi inquiète que nos patients à Québec. Maintenant, la caméra fonctionne. Bonjour tout le monde. Donc, suite à ça, l'INES est arrivé à consulter des collègues, dont mon collègue à Québec, Félix Couture, dans plusieurs cancers, et nous, dans le groupe Mélanome, avec Harry Megardichan, on a été demandé de donner un petit peu nos guides de traitement du mélanome dans la période COVID. Bon, tout ça, c'est basé sur quoi?
c'est basé sur le contexte de la pandémie. Quand on était en mode très anxieux, peut-être encore dans certains centres à Montréal où le niveau d'activité est à niveau 3 ou 4, surtout 3, ce n'est pas la même chose que quand on recommence maintenant avec un niveau 1. Donc, dépendamment du degré d'inquiétude et des recommandations de notre ministère, c'est sûr qu'on peut les appliquer de façon variable. C'est basé sur des publications faites par par le NCCN américain. C'est basé sur des publications dans le Canada anglais, des consensus européens, où on se dit, bon, qu'est-ce que les autres ont dit? Et on adapte ça à la sauce québécoise. Bon, l'accès en dermatologie, la biopsie, la pathologie. Donc, si on a une tache brune un peu inégale, suspecte, et que là, on n'a pas personne pour nous guider, peut-être on peut se tourner vers la télémédecine. Donc là, nous, en dermatologie, on attend depuis 10 ans le OK du gouvernement pour nous dire, vous pouvez voir des patients en télémédecine. Puis on a dit, yes, le COVID, ça va nous ouvrir les portes. On va pouvoir maintenant voir des patients en télémédecine avec des bonnes caméras, avec des bonnes photos. Malheureusement, on a été pas mal déçus parce que ce qui a été négocié, disons, entre le gouvernement puis les médecins, c'est une télémédecine à la sauce plutôt téléphonique où on parle aux patients, qui peut être très bon dans certains cas. Je pense qu'en oncologie ou disons même en chirurgie pré-op, ça peut être bon. Il y a une chirurgienne plastique qui me parlait il y a 1 heure qui me disait « Joël, c'est bon, une madame de 89 ans, elle n'a pas besoin de venir. J'explique à elle et sa fille que je vais l'opérer, qu'il y aura une greffe. C'est beaucoup moins compliqué. » Donc, dans des cas, c'est bon, mais pour moi, ou les dermatologues, de voir une lésion brune, noire et tous les critères, c'est malheureusement pas encore l'outil idéal dont nous avons besoin. Donc, ça demeure qu'actuellement, il y a eu beaucoup de retard en dermatologie, des milliers de patients en attente de consultation et malheureusement, tu vois, demain à midi, on a une réunion où on discutera avec tout le service comment réactiver les cliniques parce que les cliniques externes hospitalières sont fermées. En bureau privé, on fonctionne peut-être à 60-70 %, mais encore là, l'accès est difficile pour voir un dermatologue. Si on réussit à voir un dermatologue ou un chirurgien pour une lésion pigmentée suspecte en période COVID, on a donné comme recommandation de biopsier à l'intérieur de 1 mois en faisant, comme je vous ai montré, la biopsie complète. La bonne nouvelle, c'est qu'en période COVID, pour faire un diagnostic de pathologie, c'est fantastique. Ça n'a jamais été aussi bon. On a des rapports de pathologie qui nous sortent en 1 à 2 semaines. Pourquoi? Parce que le débit de travail pour les pathologistes a diminué de beaucoup moins de demandes, donc beaucoup plus de facilité à avoir nos diagnostics pathologiques. Et même chose ici pour les tests BRAF. Donc, actuellement, disons, en pathologie, c'est ce qui va le mieux pour nous dans le mélanome, où on voit que ça va très bien de ce côté-là. La chirurgie, la sentinelle, c'est plus problématique. Heureusement, ça s'est normalisé depuis 2 semaines, mais encore là, j'ai des difficultés pour mes chirurgiens ou les cas plus complexes. Disons, les cas qu'on fait en clinique externe, ça va mieux, mais les cas qu'on fait, disons, en salle d'opération, on a encore 50 % d'activité qui n'est pas reprise et les chirurgiens doivent se battre pour appliquer les recommandations qu'on a données. Dans les recommandations de l'INES avec le groupe expert, on a dit qu'on doit enlever un in situ à l'intérieur de 3 mois, ce qui est quand même raisonnable. Pour les mélanomes invasifs, dans lequel on a surtout du mélanome toujours en place, on se dit qu'on doit intervenir dans 2 mois. Mais pour les mélanomes invasifs plus épais, le délai était jusqu'à 3 mois. Donc, je pense que c'est acceptable au point de vue oncologique d'attendre jusqu'à 3 mois, mais est-ce que c'est acceptable au point de vue psychologique pour le patient d'être chez lui pendant 3 mois à attendre? C'est vraiment là que ce n'est pas toujours idéal parce qu'on sait que tout le monde, quand on se fait dire « tu as un cancer », tu dois avoir une opération complémentaire. Mais c'est très important de le faire, mais tu n'as pas besoin de l'avoir en l'espace de 3 mois. C'est comme un petit peu paradoxal. Plus le mélanome est épais, plus on veut intervenir rapidement. Biopsie du ganglion sentinelle, c'est sûr que si le mélanome est tout enlevé au complet, que les marges sont libres, on est plus rassuré. Nous, habituellement, à Québec, on fait les ganglions sentinelles entre 4 et 6 semaines après le diagnostic. Et en période COVID, on a des retards, dépendamment des milieux, qui peuvent aller jusqu'à 3 mois. Si le ganglion sentinelle est positif, on sait que maintenant, on ne fait plus de dissection ganglionnaire complémentaire, sauf dans des cas exceptionnels.
Et ce qu'on a dit comme recommandation INES COVID, peut-être diminuer un peu la fréquence des tests, diminuer la fréquence des visites et faire les suivis en télémédecine. Le traitement adjuvant, on veut toujours le donner en période COVID. C'est sûr que c'est un traitement qui s'applique aux patients qui ont une atteinte de stade 3. Un stade 3, c'est quoi? C'est des patients qui ont une atteinte des ganglions. Donc, quand les ganglions sont atteints, plus les ganglions sont sérieusement atteints, moins bon est le pronostic. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas tarder trop pour ces patients-là, surtout les patients qui ont plus de 50% de risque de récidive dans la première année. Mais actuellement, dans nos recommandations COVID, ce qu'on a dit, c'est qu'on a donné un genre de mois supplémentaire. On a dit, OK, habituellement, l'INES nous oblige de commencer le traitement adjuvant dans le premier 3 mois. Et nous, on a mis comme recommandation d'autoriser jusqu'à 16 semaines pour commencer le traitement. On sait qu'en thérapie ciblée, il y a 2 options de traitement, les pilules, la thérapie. Pardon, en traitement adjuvant, il y a 2 options, la thérapie ciblée, les pilules d'abrafenib, trametinib, ou l'immunothérapie, Nivo ou pembrolizumab. Actuellement, le pembrolizumab vient d'être inscrit à l'INES, donc les 2 sont faits. Et il y a une certaine recommandation internationale qui dit que pour les patients avec le BRAF muté en période COVID, pour diminuer les visites à l'hôpital, peut-être qu'on devrait privilégier le traitement anti-BRAF, anti-MEC à l'immunothérapie. Bien sûr, c'est au choix un peu du patient et des cliniciens. Puis bien sûr également, si les patients n'ont pas la mutation BRAF, à ce moment-là, il leur reste l'alternative d'immunothérapie en diminuant la fréquence des traitements. Au lieu de faire aux 2 semaines en nivolumab, on y va aux 4 semaines et pembrolizumab aux 3 semaines, sinon même aux 6 semaines. Bien suivre les symptômes en télémédecine, téléphone. Donc, l'importance cruciale d'avoir nos équipes d'infirmières, infirmières pivots qui sont, disons, là pour supporter les patients en début de traitement, autant en traitement adjuvant qu'en traitement métastatique. Limiter les suivis radiologiques. Finalement, en traitement, une petite nouveauté qui s'est glissée dans le traitement en période COVID. Donc, on a ouvert la porte à un traitement néo-adjuvant, mais ce n'est quand même pas le standard de traitement actuellement. Même nous, dans notre centre, nous n'en avons pas fait dans la période COVID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un patient qui arrive avec un gros ganglion suspect, qu'on confirme une atteinte ganglionnaire importante. À ce moment-là, on pourrait dire, OK, pas capable de t'opérer en l'espace d'1 mois comme on le fait habituellement parce que mon bloc opératoire est complètement bloqué. Donc, à ce moment-là, je vais te donner de l'immunothérapie ou de la thérapie ciblée pour faire fondre la tumeur et ensuite l'opérer dans un délai de 1 mois ou dans certains cas qui pourront même être 3 mois si c'est la thérapie ciblée. Donc, actuellement, ça demeure que les 2 études qui ont été publiées, les 2 principales études, ce sont des études de phase 2, soit avec l'immunothérapie ipilimumab plus nivolumab où on donne 2 doses de traitement, mais on voit que ça donne des résultats intéressants avec 70% de réponses, avec beaucoup de réponses complètes. Ça veut dire que 60% des patients, leur maladie fond complètement avec le traitement pré-opération. Même chose, des bons résultats avec la thérapie ciblée. Mais ça demeure que ce n'est pas le standard de traitement. C'est une alternative à considérer dans des centres qu'on ne pourra pas opérer, où les patients ne pourront pas être opérés parce que les blocs opératoires sont complètement fermés, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement, étant donné la réouverture de nos salles opératoires. Finalement, en traitement de mélanome métastatique stade 4, il y a eu quand même plusieurs points qu'on a définis à l'INES. Ici, c'est les cours de survie que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, pour l'instant, un point qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul pour savoir si les patients qui ont de l'immunothérapie vont moins bien réagir au traitement s'ils font l'infection COVID-19. On sait qu'il y a eu une petite série qui vient d'être publiée chez les patients avec néo du poumon où ça ne semble pas avoir un gros effet, mais de façon générale, on manque de recul par rapport à ça. Il ne semble pas avoir quand même une immunosuppression aussi importante que les patients, disons, des greffés du rein ou des patients qui reçoivent des médicaments immunosuppressifs.
Un point qui a été recommandé à l'INES, c'est peut-être de diminuer l'utilisation de la double immunothérapie pour favoriser la simple immunothérapie, étant donné la diminution des effets secondaires avec une utilisation restreinte de la double immunothérapie, sauf bien sûr en présence de métastases cérébrales, qui pour ça, le traitement est bien démontré. Donc ça, je passe là-dessus. Mais on sait que la double immunothérapie, on peut avoir jusqu'à 60% d'effets secondaires graves. Puis une petite note qu'on a mis pour finir en l'INES, c'est qu'on sait qu'il y a eu une publication où on a démontré que l'immunothérapie avec faible dose d'ipilimumab, l'étude Checkmate 511, a démontré que les patients qui avaient reçu le traitement avec l'ipilimumab à plus faible dose avaient une aussi bonne réponse, mais beaucoup moins d'effets secondaires. Vous voyez les effets secondaires de niveau 3, qui étaient plus de l'ordre de 3-4, qui étaient plus de l'ordre de 30% comparativement aux 60% que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une petite recommandation INES, double immunothérapie, peut-être considérée plus faible dose d'ipilimumab. Bien sûr, surtout pour les patients avec métastase cérébrale, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Dernier point, les effets secondaires. Une crainte qu'on a eue en période de COVID, c'est que si on donne de la thérapie ciblée, on sait que le principal effet secondaire de la thérapie ciblée, c'est la fièvre. Donc, c'est très important. Nous, les patients qu'on débute la thérapie ciblée actuellement, notre infirmière pivot les rencontre, leur discute pour leur dire, écoutez, si vous faites de la fièvre avec votre traitement, ce n'est pas parce que vous faites le COVID à moins de surprise, c'est parce que vous avez une fièvre médicamenteuse et on va s'ajuster avec des arrêts temporaires pour s'assurer qu'effectivement, c'est juste une fièvre médicamenteuse et non pas si c'est accompagné de symptômes de COVID, de toux et puis de fièvre avec, disons, des symptômes vraiment qui suggèrent, disons, une infection virale. Là, c'est différent. Mais si c'est seulement la fièvre, bien, on pourra temporiser et, dans le doute, faire le test COVID si on a des doutes. Donc, finalement, en conclusion, accès en dermatologie avant la COVID, ce n'est pas facile au Québec, ça s'améliore avec la mise en place des CRDS. Encore plus difficile en période COVID parce que malheureusement, on n'a pas au Québec une bonne télémédecine mise sur place et surtout pas, ce n'est pas couvert par le gouvernement actuellement. Le gouvernement n'accepte pas cette forme de pratique. Deuxièmement, le diagnostic pathologique et les tests BRAF, c'est quelque chose qui était parfois long un peu avant le COVID. Donc, c'est le seul point positif du COVID, si on peut dire au point de vue mélanome. Le diagnostic est très rapide et des bons tests BRAF rapidement. Les chirurgies en général ont été retardées par la période COVID avec des blocs opératoires très ralentis et un accès plus difficile à la chirurgie, donc beaucoup d'anxiété chez nos patients. Mais de façon générale, nous, en tout cas à Québec, pour l'accès au traitement adjuvant et métastatique et aussi la prise en charge des effets secondaires, on n'a pas eu de gros problèmes, mais ça demeure qu'on a tendance à favoriser peut-être un peu plus la thérapie ciblée en adjuvant, si la mutation est BRAF, et favoriser la simple immunothérapie plutôt qu'à la double pour diminuer les risques d'effets secondaires graves et de besoin de traitement avec prédnisone. J'espère que vous m'avez bien écouté. Merci de votre attention et je suis disponible après le témoignage de notre patient à répondre à vos questions. Parfait, merci Joël. Maintenant, la vidéo, ça fonctionne bien. Juste pour les participants, à côté de participants en bas, il y a la case chat. Vous pouvez juste écrire sur ça, écrire vos questions ici. On va les répondre à la fin. Je vais introduire, je vais laisser Alexandre s'introduire et nous parler un peu de son expérience. Je vais enlever le mute. Ouais. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Donc, déjà, merci d'avoir accepté ici d'être présent et de témoigner un peu de l'expérience. En gros, nous, l'objectif, c'est d'essayer d'identifier l'expérience personnelle avant la période COVID, surtout que vous avez été diagnostiqué un peu à la période avant. Je ne veux pas biaiser la situation pour parler parce que je sais qu'on se connaît, mais je vais vous laisser à vous de raconter un peu l'histoire du avant COVID puis durant le COVID.
Ben, avant COVID, moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiqué avant, comme vous l'avez dit. Effectivement, de trouver un dermatologue quand on n'a pas de médecin de famille, quand on n'est pas nécessairement habitué au système de santé, qu'on n'a pas de problème de maladie XY, ça peut prendre un certain temps. J'ai réussi, avec une clinique sans rendez-vous, à avoir un rendez-vous en dermatologie, mais aussitôt que je suis rentré en engrenage, je vous avoue que ça a été très rapide. Dans mon cas, les délais, c'est sûr qu'il y a des délais qui s'additionnent d'un rendez-vous ici et là, mais on est pris en charge rapidement, puis rapidement, ça déboule, les rendez-vous sont là. Tout ce qui est scan, tout ce qui est vérification XY, prise de sang, ça déboule, ça va très, très rapidement. Dans mon cas, je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Ça serait assez rapide. Il y a eu une première chirurgie avec diagnostic cancer qui sort à ce moment-là. C'est un choc pour tout le monde, évidemment. Puis là, suite à ça, j'ai été pris en charge pour m'annoncer qu'il y allait avoir une deuxième chirurgie. Suite à ça, diagnostic dans mon cas avec une mutation BRAF. Fait que j'avais donc le choix entre les différents traitements. Fait que tout ça, c'est enfilé quand même assez rapidement. Moi, même les traitements adjuvants, deuxième chirurgie, traitement adjuvant était commencé avant le COVID. Fait que là, moi, j'étais plus dans l'étape suivie rendu dans le COVID. Donc, les rendez-vous 3 semaines, 1 mois, les prises de sang, des scans subséquents, rendez-vous avec le chirurgien qui avait fait la deuxième intervention. Celle-là était, quand elle est repoussée, pour me faire descendre à Montréal. Dans mon cas, ça s'est fait à Montréal, la deuxième chirurgie. Vous parlez donc, les traitements d'adjuvants ont été commencés en mois de janvier. Il parlait sur les suivis. C'est sûr qu'avant, il y avait des suivis réguliers en oncologie, mais après mars, qu'est-ce qui c'était la situation en fait? C'est sûr qu'on tombe un peu dans l'inconnu. L'idée pour un patient à la base d'aller à l'hôpital quand on va relativement bien, on suit les consignes, on fait le traitement. C'est pas quelque chose qui tente énormément parce qu'on sait il y a plus de chances qu'on ait des contacts. Dans mon cas, le traitement que j'ai choisi n'avait pas d'effet au niveau de mon système immunitaire selon les études actuelles. Fait que, au moins, il n'y avait pas cette inquiétude-là, mais quand même, là, on tombait suivi. Dans le fond, il y a une adaptation très rapide qui s'est faite. Là, on s'est mis à y aller par téléphone. Donc, pas de déplacement requis. Suivis qu'on est capable de faire quand même. Ce que ça affectait, c'est plus les suivis. Normalement, on aurait dû avoir un scan que lui a été reporté. Mais moi, tout va très bien. Fait que c'était un moindre mal. Prise de sang, là, on en a sauté 1 ou 2 là, pour faire exprès pour aller à l'hôpital. Et est-ce que, Joël, si tu veux poser une question, tu pourrais intervenir aussi. Mais je vais quand même suivre des éléments que Joël avait parlé un peu. C'est que la télémédecine, il y a beaucoup de patients et beaucoup de professionnels de santé qui ont trouvé comme si c'était un outil qui est assez impressionnant dans toute l'utilisation. Est-ce que dans votre cas, vous pensez que ça vous donnait un peu plus de sécurité de ne pas venir à l'hôpital ou en même temps, vous voyez moins le médecin et à ce moment-là, ça vous donne un peu moins plus d'insécurité d'être moins suivi? Dans mon cas, je ne suis pas quelqu'un de très, très insécure de nature. Là, fait que c'était un moindre mal, mais si je vais globalement, pour la plupart des patients, ce que je crois, c'est que dépendamment du type de patient qu'on est, est-ce qu'on est anxieux, comment ça se passe les différentes journées. Il y a des journées où est-ce que le traitement est un peu moins facile. Je pense qu'il y a, je vois 3 voies. Il y a la partie téléphonique, il y a la partie vidéoconférence, un peu comme on fait là, je crois que pourrait être très intéressant. Puis une bonne visite bedaine à bedaine, comme on appelle, de temps en temps, je pense que c'est très bon. Je pense que peu importe la méthode choisie, il va falloir valider un peu avec le patient c'est quoi ses attentes. Est-ce que lui, d'aller à l'hôpital, c'est une crainte pour lui? Si c'est une crainte pour lui, on peut choisir d'autres voies. Est-ce qu'au contraire, c'est ce qu'il voudrait? Puis peut-être qu'un mix des 3 façons de faire pourrait être intéressant. J'ai un petit peu de difficulté à concevoir que je ne sais pas faire à l'heure actuelle pour
pour y aller en vidéo, que ça ne soit pas reconnu. Mais c'est sûr, c'est une très bonne réponse. Joël, tu veux dire quelque chose? Oui, non. Bravo pour ton beau témoignage. J'apprécie beaucoup. Ça reflète vraiment notre situation aussi. Je pourrais commenter un peu plus, mais je pense que je ne suis pas contre la télémédecine, au contraire. J'aime appeler les patients, leur donner des conseils, mais ça peut donner un peu de fausse sécurité aussi de complètement se tourner vers ce mode-là parce que ça démontre que la base de la médecine, c'est aussi d'examiner les patients et d'avoir un contact avec eux. La relation médecin-patient, c'est bon ou par téléphone, mais c'est pas aussi bon que d'être avec eux. C'est bon de parler à sa blonde ou son chum de temps en temps, mais c'est pas mauvais d'être avec aussi. Donc, moi, je pense que, surtout en mélanome, les risques de récidive sont majoritairement locaux-régionales. Ça doit être examiné en palpant, en vérifiant, en examinant autour de la cicatrice. Donc, ça, c'est sûr qu'on perd un peu si on fait uniquement la télémédecine. Donc, comme tu as dit, je pense que ça peut être très bien d'être complémentaire, d'adjoindre. Ça nous pousse à développer des meilleurs outils. Donc, veut pas, ça doit devenir complémentaire. C'est juste, je n'ai pas aimé un peu au début que, tu sais, certains, plus peut-être médecins de famille, qui disent on peut régler 90% de nos problèmes juste en parlant au téléphone. Ça m'agace Oui. de dire que d'abord le côté humain et aussi, bien sûr, le bon examen physique demeure la base de la médecine, malgré qu'on a des tests, qu'on a des scans et des prises de sang. Ça, puis c'est sûr qu'au niveau téléphonique, il ne faut pas se le cacher, le non-verbal, on ne l'a pas. Puis le oui au bout du téléphone, puis le oui face à face, c'est pas nécessairement pareil, on ne détecte pas les mêmes choses. Oui. Mais ça, c'est exactement. En fait, l'idée de la télémédecine vient un peu au moment, surtout implanter la télémédecine aujourd'hui en moment de stress, c'est différent de l'implanter de façon constructive dans une situation où on n'est pas en mode de survivance. Et c'est sûr qu'il y a un des problèmes que nous on a, qui est une grande partie de nos patients qui sont diagnostiqués, on les a diagnostiqués avant la COVID, donc on les connaît, il y a déjà un lien de confiance qui existe. Je sais que mon patient, il est compliant, il va venir au rendez-vous, il va savoir un peu tout ça si jamais il y a quelque chose. Mais un patient qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais diagnostiqué avant la COVID et qui est diagnostiqué autour, le lien de confiance, c'est difficile de le faire par téléphone ou à travers un écran. Donc, ce qui, comme Alexandre l'a bien expliqué, ça va être un peu un complément de beaucoup de choses pour l'un à l'autre. Donc, Je vais vous conter une petite anecdote aujourd'hui. J'ai eu un patient qui est référé de Shawinigan pour un mélanome de 0,23 mm. Donc, pour moi, c'est un mélanome totalement banal. J'ai même dit au début à ma secrétaire, dis-lui que c'est un mini-mélanome, je vais le voir la semaine prochaine. Le patient était complètement free. Il était nerveux, anxieux. Ma secrétaire vient me voir, elle dit, docteur Clavou, il faut que tu lui parles parce qu'il est vraiment très anxieux. Donc, là, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé de le rassurer, mais il y a une limite. Hein? Quand tu l'as avec lui, tu sais, il ne faut pas se donner la main, il ne faut pas se toucher, il ne faut pas être trop proche, mais tu sais, le non-verbal, le regarder, là, on peut quand même donner une petite tape dans le dos. Ça demeure que pour moi, en tout cas, c'est sûr que ça ne peut pas complètement disparaître. On ne peut pas être des robots et rester dans notre sous-sol toute notre vie. Ça va être une médecine plate. Mais ça peut être complémentaire. Là, on donne un conseil au patient, puis là, le lendemain, il y a une autre question, peut-être on peut le recontacter d'une certaine façon. Donc, ça nous ouvre la porte à des nouveautés, mais je ne pense pas que ça remplace complètement, bien sûr. Mais c'est sûr que si vous avez des questions, posez-les. Entre-temps, moi, j'ai quand même quelques questions à jouer qu'on pourrait parler ensemble. C'est les études cliniques. Je sais que le progrès de la médecine et surtout en oncologie ne peut pas s'arrêter sans études cliniques. Et tu as quand même beaucoup d'études cliniques que tu as déjà faites. C'est quoi la situation depuis la COVID? Au début, on a tout arrêté complètement pendant au moins un mois. Il y avait de l'anxiété des patients qui ne savaient pas trop s'ils voulaient venir à l'hôpital. Il y avait de l'anxiété de nos administrateurs qui voulaient tout fermer et construire des salles, disons, des soins intensifs partout dans plusieurs étages de l'hôpital. Mais il y avait aussi beaucoup d'anxiété du personnel, peut-être qui n'était pas toujours verbalisé, pas tout le monde, mais il y avait quand même du personnel qui était craintif de voir les patients, de voir, puis qui était un peu content qu'on ralentisse parce que tout le monde était dans une genre d'anxiété. Donc,
les études cliniques ont arrêté complètement. Et puis là, autant nous en mélanome que les autres groupes, ben, on a fait des réunions, on s'est consulté, puis on a dit tranquillement, il faut repartir les études cliniques. Les études cliniques sont reparties, je dirais, peut-être à 30%. Actuellement, il y a des compagnies qui font des études cliniques, puis eux autres, ils ne veulent pas envoyer leurs moniteurs, ils ne veulent pas nous supporter dans nos études cliniques, donc eux n'ont pas repris. Certaines autres compagnies nous ont donné le OK, et puis on s'est adapté aux patients. Au début, on dit, ben, si le patient vient à l'hôpital et puis il prend la COVID, puis qu'il est dans un traitement ou même parfois il y a un traitement qui n'est pas prouvé efficace, même il y a même des études dans certaines études cliniques qui a du placebo. On se questionnait au point de vue éthique par rapport à ça. En tout cas, nous, on l'aurait pris, je dirais, la majorité de nos protocoles en mélanome sont repris, mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et est-ce qu'il y a eu des amendements dans des protocoles pour inclure des patients avec ou inclure quelque chose en termes de COVID ou non? Les protocoles ont été continués, le COVID est considéré comme une complication ou... Non, on n'a pas eu d'amendement pour l'instant, en tout cas officiel que j'ai vu passer. J'ai des études cliniques que je dois commencer bientôt, avec d'ailleurs comme les injections de TVEC. Puis là, on est comme retardé, la compagnie ne vient pas pour faire la visite d'initiation. Donc, il y a aussi toute la machinerie là, de l'étude clinique qui est au ralenti. Et puis, ça, c'est plate parce qu'on perd des belles opportunités. Préparer une étude clinique, ça peut prendre 3 à 6 mois. Puis, on a des fenêtres pour commencer ces traitements-là. Surtout si dans des centres, disons, comme en Australie, aux États-Unis, le recrutement se poursuit puis que nous, on ne le fait pas, bien là, on va manquer certaines opportunités. Autant pour nous que pour les patients. J'avais 2 questions. Juste là, dans les traitements adjuvants, tu avais mentionné, est-ce que le pembrolizumab aux 6 semaines, est-ce que tu l'as déjà donné par rapport à nivolumab au 4, le pembro au 6? On fait du pembro 6 dans certains patients en traitement métastatique qui vont très bien, qui sont souvent après pratiquement 2 ans de traitement, puis qu'on commence à se questionner si on va les arrêter, avec des excellentes réponses cliniques, que ce soit complètes ou partielles, quasi complètes. Pour ce qui est des traitements adjuvants que l'on débute, je n'ai pas eu connaissance qu'on a débuté des pembro aux 6 semaines d'emblée. Mais en nivolumab, la majorité des patients, maintenant, on les fait une fois par 4 semaines et non pas aux 2 semaines comme l'étude initiale. OK. Et dans les études adjuvants, dans dabrafenib, trametinib en adjuvant, tu as mentionné que vous avez une infirmière qui, elle, s'en occupe surtout de la prise en charge au niveau de la fièvre. C'est sûr que c'est un peu stressant, la fièvre, au début, en termes des effets secondaires. Et un des problèmes qu'on a eu avec la COVID au début, c'est que si jamais le patient va présenter de la fièvre, est-ce qu'il va venir à l'hôpital? Est-ce que les gens qui ne sont pas habitués à traiter cette combinaison et que le patient va commencer à frissonner à 9 h du soir, il va se rendre à l'hôpital, il va s'isoler, la COVID est testée, tout ça. Donc, c'était un peu difficile. J'ai eu pas mal de discussions avec des collègues comment ils font tout ça. Est-ce que tu penses avoir une infirmière, comme dans votre situation, vous avez une infirmière dédiée à la gestion des effets secondaires ou comment? Ben oui et non. Je ne sais pas si Marie-Claude est en ligne avec nous dans les participants. On a la chance de travailler avec Marie-Claude depuis de nombreuses années, elle a beaucoup d'expérience. Donc, elle est pas mal au courant de la majorité des patients qui sont sous traitement adjuvant. Tu vois, la fièvre, on en parle souvent avec le dabratramé, mais il ne faut pas oublier que c'est 50% des patients qui l'ont. On a eu un patient en mélanome multimétastatique jeune avec des métastases osseuses comme on voit plus rarement partout, rien d'autre ailleurs, qu'on a débuté sur dabratramé, puis il n'a pas fait de fièvre du tout. J'ai vu un suivi la semaine passée, j'ai dit même pas une fois, il dit non. Donc, oui, il faut être attentif. On peut le voir. Ce n'est pas tout le monde qui le font. Ça peut être très dramatique, disons, assez, théâtral quand les patients le font, disons, parce qu'ils font effectivement des gros pics de fièvre, puis c'est assez, disons, démonstratif. Mais je pense que déjà en étant proactif, en disant, OK, ça peut arriver, vous le savez, on est là, parlez-nous, bien, je pense que ça prévient un peu. Mais c'est pas parfait, comme tu dis. Il y en a qui disent, je ne veux pas donner de thérapie ciblée parce que ça va trop mêler les choses avec le COVID. Oui, exactement. J'ai demandé à Marie-Claude d'être, est-ce que, si elle peut, c'est Marie-Claude? Oui. Si elle peut. Oui, bonjour. C'est Marie-Claude. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Okay. Alors, Oui.
J'attends votre question. Oui? Ben oui, si vous pouvez partager avec nous un peu comment vous pouvez gérer que ça peut aider un peu, parce qu'il y a beaucoup de centres qui ont éprouvé les difficultés à débuter des traitements thérapie ciblée ou à gérer les patients avec des infirmières à distance. Donc, c'était quoi votre OK. expérience? Bien, quand les patients, il y avait des nouveaux patients, il faut dire que chez nous, l'équipe de pharmacie, des pharmaciennes, là, font une rencontre. Puis moi, il y a un contact aussi qui se fait à chaque fois. Ça va être un contact autant euh, téléphonique, plus dernièrement, mais j'essaie de les voir au moins une fois en personne. C'est souvent des patients que j'ai rencontrés ou au moins d'établir une rencontre là, où on va pouvoir parler de vive voix. Il y a un document qui leur est remis aussi, les documents du GEOC, avec les mesures de, de dépistage, de gestion aussi des symptômes. Puis, je remets aussi le document de la compagnie pharmaceutique, OK. où il est question de comment prendre la médication, tout ça. Ils ont une carte avec mon numéro. Puis, on parle vraiment de la pyrexie là, de façon très détaillée. L'importance d'appeler aussitôt qu'il y a un épisode de température ou frisson ou les deux, ou seulement un des deux symptômes, puis qu'ils ne prennent pas leur médication si jamais ça se produit. Puis si ça arrive en soirée, de rappeler le lendemain matin avant de prendre la dose suivante, pour qu'on puisse parler avec l'équipe médicale qui, elle, va prendre les décisions. Puis un des points à l'évaluation, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes qui s'associent à ce qu'on attribue à la COVID, comme est-ce que le patient a des symptômes d'infection des voies respiratoires, est-ce qu'il y a eu une température avec tout, avec écoulement nasal, est-ce qu'il y a des céphalées, est-ce qu'il y a eu des diarrhées, est-ce qu'il y a des crampes abdominales, est-ce qu'il est arrivé des choses particulières autres que juste frisson, pyrexie, puis température. Puis, en général, là, il y a un épisode d'arrêt de 48 heures et un suivi téléphonique qui est fait après pour s'assurer que le patient va être 24 heures sans avoir de frisson, température suite à l'arrêt, puis qu'on peut reprendre la thérapie. Puis, les gens, ils sont très Coopérant. observants, oui, des recommandations. Ils vont appeler dans le doute. Ils vont appeler aussi pour les raches cutanées. Pour le COVID, j'ai eu quelques appels là, de personnes qui se questionnaient, là, mais c'est rare. Ils font plus le rapport, je vous dirais, avec la thérapie ciblée parce qu'ils vont prendre connaissance du document puis ils sont assez informés. Puis d'avoir une ligne directe, je pense que c'est aussi rassurant là, de savoir qu'ils peuvent rejoindre quelqu'un. On Moi, je n'a pas pense que vu que tu as dû faire les tests COVID parce que tu avais un doute, hein? il y a 2 personnes à qui on a fait un test COVID parce que c'était un 3e, 4e épisode de pyrexie, puis incapable de reprendre le traitement à cause de la persistance de frissons. Et les 2 personnes ont testé négatif. Ah, super. Mais c'était pas des premiers épisodes, là, cette fois-là. Puis, mais c'était quelque chose, puis c'est avec l'accord, justement, de l'hémato-oncologue, là, après discussion. Dans le contexte, on ne prend pas de chance, on fait le test. On verra. Puis, mais ça se passe bien, en général. C'est vraiment un travail d'équipe. L'équipe de pharmaciens, l'hémato-oncologue, c'est une équipe qui est hyper disponible aussi. Puis, ça vient faire toute la différence avec le Dr Claveau aussi. Je peux écrire, appeler. C'est important, je pense, de mettre en place un réseau. Parce que malheureusement, c'est sûr que nous, ce qui nous inquiète un peu, c'est on parle toujours d'une deuxième vague et on essaye, au fait, à travers ces webinaires, de dire que malheureusement, si jamais la deuxième vague arrive, qu'on soit un peu mieux préparé. Et une des choses que nous, on va en sortir avec de ce qu'on a comme par rapport à ce webinaire, c'est de proposer c'est quoi les mesures que les établissements ont fait qui étaient efficaces et c'était quoi qui n'était pas efficace. Donc, j'ai besoin, si vous pouvez me donner 2 choses qui étaient très efficaces et 2 choses que vous pensez qui n'étaient pas des mesures efficaces et que si la période de ça, c'était un travail que vous avez fait c'est pas qu'il n'était pas efficace, mais que ça n'a pas vraiment ramené un bénéfice. Ben, moi, le point le plus positif qu'on a eu, puis ma plus grosse anxiété, c'était la fermeture complète des blocs opératoires, de me faire dire que j'ai un patient comme toi, Alexandre, qui a un mélanome là, épais, intermédiaire, puis qu'il va attendre 3 à 4 mois avant de se faire opérer. Moi, je ne pouvais pas tolérer ça. Parce que
c'était trop long. Donc, ce qui nous a été de plus positif, c'est d'arriver avec nos guides de l'INES qui ne sont pas parfaits et des données aux chirurgiens en main pour qu'eux aient argumenté auprès des chirurgiens ou anesthésistes qui décidaient dans les blocs opératoires. Parce que la façon que c'est fait, c'est qu'il y a des comités dans chaque hôpital, qui va décider, OK, on pense cancer du pancréas en premier, cancer d'ovaire deuxième, ce cas de ABC. Donc, les mélanomes, des fois, étaient un petit peu méconnus, puis d'avoir des arguments, puis de dire, OK, voici la date de la biopsie initiale. Donc, ça, c'est important de dire, c'est pas après qu'on a vu le patient la première fois, c'est la date de la biopsie. Donc, je me rappelle de mon jeune de Victoriaville qui avait eu au Drummondville une biopsie d'un mélanome qui avait été fait déjà en janvier ou en décembre. Puis là, moi, je le vois en mars, ça fait déjà 3 mois. Bien là, on ne s'est pas dit, c'est pas depuis que Joël l'a vu au mois de mars qu'on compte depuis décembre. Ça, je pense que c'était le point le plus positif. Et dans le point négatif, qu'on doit continuer, je ne sais pas si on a la chance de faire des pressions ou qui peut la faire, mais les patients pourront nous aider. Mais au Québec, éventuellement, de la vraie télémédecine pour des dermatologues où on a accès à envoyer des photos de qualité, puis les dermatologues sont rémunérés pour faire ça, et non pas juste dire, bien, on parle au téléphone. C'est nous, on a besoin d'un outil pour faire de la vraie télémédecine qui peut donner un meilleur accès aux patients. Ouais, super. Et Marie-Claude, est-ce que tu peux nous... Ben, un point, moi, que j'ai trouvé plus difficile, c'est quand les patients ou patientes ont besoin de rencontrer l'équipe d'hématologues, puis qu'on restreint l'accès à un accompagnateur. La personne doit venir seule, puis c'est pas toujours facile si c'est une progression ou si c'est un nouveau diagnostic. Il y a souvent une insécurité ou un peu plus d'anxiété de la part des gens là, qui ont à apprendre ça. Mais ce que j'ai trouvé un point fort là-dedans, c'est que l'équipe d'hématologues ont fait plusieurs fois, quand la personne, l'accompagnateur ne pouvait pas être présent, je leur disais, présentez-vous quand même. On demande à l'agent de sécurité en bas de les laisser passer. Ils s'assoient, il y a un salon, une salle d'attente au premier étage de la clinique. Puis le médecin met la conversation téléphonique. Il va ouvrir son téléphone. Puis l'autre, le conjoint ou la conjointe, à distance, va écouter la conversation. Puis il peut faire même une intervention avec l'hématologue puis le patient. Ça, j'ai trouvé que c'était un plus pour faciliter justement l'épisode de soins de ces gens-là, puis aider à la compréhension aussi. C'est une bonne manière, je trouve, d'accompagner. Puis ça s'est fait à plusieurs reprises. Il y a des patients qui viennent, qui se sentent très à l'aise de venir seuls ou peu importe le type de thérapie, là, que ce soit une thérapie ciblée ou l'immuno. Mais pour d'autres personnes, puis il y a les hématologues aussi dans certaines situations, puis notre chef d'unité l'acceptait. Je disais, bien, vraiment, la situation se prêterait peut-être plus, là, un jeune couple qui vont débuter justement une thérapie ciblée. Il était en processus peut-être de fonder une famille. Il y avait beaucoup de questionnements. Il y avait besoin de parler à l'hémato-oncologue. Comment ça va se passer? Puis après, qu'est-ce que ça va être? Puis les médecins acceptaient, ils acceptent facilement. C'est d'emblée ce qu'ils sont d'accord à les recevoir. On prend des mesures, là, le masque, laver les mains, puis de réduire le temps de visite au maximum dans la salle d'attente. Mais ils prennent leur temps avec eux dans le bureau, puis ça fait une différence, je pense, pour les gens. Je pense que c'est important de répondre aux besoins des patients. Oui. Alexandre, toi, es-tu allé avec quelqu'un de ta famille ou tu es allé tout seul? Non, je suis seul toutes les fois. Ma conjointe aurait voulu le joindre, mais toutes ces journées-là, elle travaillait. Mais le docteur Castor a été très ouvert. Si ça ne fonctionne pas, puis elle va être réconfortée. On va faire un appel téléphonique, il n'y a pas de problème. Je pense que cette ouverture-là est très importante. Parce que je dirais que moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup à assurer les gens autour de moi qui avaient de crainte, qui avaient à cause du COVID, justement, ou à cause du travail de ma conjointe qui est dans le domaine hospitalier, puis qui certaines journées vont avoir à désinfecter des endroits où est-ce qu'il y a des gens positifs COVID. C'est sûr qu'il y avait un stress de son côté. C'est d'avoir une ouverture du médecin. Au pire, on va faire un téléphone, on va faire quelque chose. Je pense que c'est très, très important pour rassurer ces gens.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec créer un réseau en fait, d'accès aux patients, surtout que ce soit par adresse mail ou par téléphone, où ils peuvent laisser des messages et avoir un réseau de soutien. Je pense qu'on doit créer un certain réseau de soutien qui est indépendant de l'avoir d'une infirmière pivot ou de pharmacien, mais un appel ou un numéro de téléphone qui soit quand même rapidement accessible et qu'il y ait un médecin, un pharmacien et une infirmière au bout de la ligne d'une façon quand même relativement plus rapide. Ça peut réconforter un peu les patients. Et tout à fait d'accord pour les accompagnateurs. C'était déjà l'expérience de venir à l'hôpital pour avoir des traitements intraveineux et stressants. Venir sans accompagnateur, ce sera encore de plus en plus stressant aussi. Parfait. Donc, je vais juste vous laisser avec 3 sites de ressources sur le cancer dans le contexte du COVID, de la coalition et de Olcan. C'est des ressources avec aussi vous pouvez avoir accès à Sauve ta peau. J'ai laissé les 3 liens à côté. Donc, la coalition Priorité Cancer ont plusieurs ressources sur leur site spécifiquement sur le COVID. Sauve ta peau, ça va vous amener plus au niveau de tout ce qui est mélanome et avec toutes les ressources. Donc, je m'intéresse aussi à les suivre sur les médias sociaux. Et Allcan, c'est une association plutôt le site est plutôt anglophone, mais en gros, les ressources en français sont en train d'augmenter un peu de plus en plus. Donc, vous pouvez avoir 3 sites vraiment qui ont plus d'informations. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Encore une fois, merci beaucoup, Joël. Merci, Marie-Claude, pour l'intervention. C'est très apprécié. Et un grand merci, certainement. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci à Alexandre pour tout. Mathias, merci beaucoup. Et à tout le monde qui était là, on va émettre un rapport et va vous les envoyer aussi. Bravo, Élie, de ta belle initiative pour aider les patients partout au Québec. C'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye.